cerner notre manière de voir les maladies, les déséquilibres, et comprendre en fait comment ça s'installe encore, pourquoi, et qu'est-ce que ça dit de nous en fait. C'est un peu ça qui fait que je vais vous amener à faire un petit chemin à travers tout ça, et c'est vraiment une autre, j'aime bien cette image, j'adore, une autre manière de voir les choses. C'est pas comme différent, on va dire, ce qu'on observe c'est la même chose, mais je vais simplement proposer un autre angle de vue, en fait, pour comment on peut regarder la même chose d'une autre manière pour apporter en fait de nouvelles réponses. C'est un peu ça. C'est que moi j'ai commencé par un petit article parce que ce que je trouve génial, c'est que maintenant la science en parle. Quand je dis en parle, ça parle qu'en fait dans nos gènes, on peut voir en fait l'empreinte de nos traumas transgénérationnels. C'est ça que je trouve vraiment très intéressant. Et en fait, la manière dont il observe, c'est avec un mécanisme de l'épigénétique. C'est surtout l'expression des gènes qu'on va observer. Et ce qui est vraiment intéressant, en fait, c'est ce que ça nous informe, c'est qu'en fait, les expériences individuelles sont inscrites, en fait, complètement dans nos gènes. Et ils peuvent réussir à le voir par rapport à certaines séquences d'ADN et vraiment à l'observer directement. Les études où ils l'ont plus fait, c'est vraiment là où il y a eu, en fait, plus on va dire des génocides, comme par exemple des familles qui avaient vécu l'Holocauste. Ils ont pu voir que des jeunes générations, donc même pas les enfants, les petits-enfants qui avaient aucunement vécu les mêmes traumatismes, pouvaient développer en fait des symptômes de choc post-traumatique sans avoir du tout vécu à la fois la chose, même qu'on leur ait raconté, parce que c'est des fois les grands-parents qui avaient vécu la chose. Et ce que ça nous dit, c'est que quelque chose, en fait, un traumatisme qui a été vécu de manière très très profonde, il y a, on va dire, des sortes de schémas, des programmes de survie qui s'inscrivent dans l'ADN. En fait, ça fait comme des espèces de warning. Puis, quelque part, si c'est pas transformé, ça reste toujours, on va dire, sous-jacent et potentiellement, ça peut s'exprimer à tout moment. Et c'est quelque chose qui s'inscrit. Ce qu'il faut garder en tête, c'est quelque chose qui s'inscrit. Après, j'ai pris l'exemple, parce que dans les articles que j'ai lus, c'était surtout sur l'Holocauste que ça a été fait, les études où on voyait l'inscription des traumas dans les gènes et d'autres formes de génocide. C'était toujours des génocides. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas besoin que ce soit des traumatismes aussi grands pour qu'il y ait en fait une imprégnation dans nos gènes. Ce qui est important, c'est que ça s'inscrive en termes de survie de l'espèce. Et ce qui est en fait, c'est quoi la survie de l'espèce? C'est quand ça touche l'alimentation, la reproduction ou le territoire. Parce qu'en fait, bon, on est des humains, on est d'accord, mais en termes de mécanisme de notre cerveau, il y a un côté assez primitif comme les animaux en fait. Sauf que nous, comme on a un cerveau et comme on a un mental, c'est moins direct. On va dire les stress qui vont toucher l'alimentation, la reproduction et le territoire. En fait, on va dire qu'il y a des modulations. Pourquoi? Parce que notre cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est symbolique, imaginaire ou réel. Il va prendre tout au premier degré. Et c'est ça, en fait, qui est un petit peu des fois compliqué de comprendre le lien, en fait, entre notre symptôme et qu'est-ce que notre cerveau a engrammé. Et c'est un petit peu là que le décodage biologique vient œuvrer. C'est comment je peux décoder, en fait, le mécanisme que mon cerveau a mis en place pour, en fait, créer ce qui se passe dans mon corps. Parce que moi, je pars du principe que le cerveau ne fait rien au hasard. Il fait, que ce soit d'une petite verrue à un grand cancer, il y a toujours des causes et des raisons. Il n'y a pas de hasard magique. C'est un petit peu comme ça comment on peut comprendre ce qu'il nous dit, en fait, et le message. Puis en fait, un des principaux médecins qui a développé la logique biologique, c'est le docteur Hammer, qui est un docteur allemand. Lui, en fait, il était spécialisé dans... il était généraliste, mais dans une clinique pour cancéreux. Puis, il était aussi radiologiste. Ça, c'était vraiment ses spécialités. Et ce qui est arrivé dans sa vie personnelle, c'est que ce médecin a perdu son fils de 16 ans d'une balle perdue. Donc, vraiment quelque chose de soudain, intense et non prévu. Et que ce soit sa femme, aussi médecin, et lui, ils ont tous les deux développé un cancer. Lui, il a développé un cancer des testicules 3 mois après la mort de son fils, et sa femme a développé un cancer des ovaires 3 mois après la mort de leur fils.
Et le fait que ce soit simultané avec exactement la même temporalité, c'est là qu'il a commencé à se questionner, mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a cette temporalité par rapport à ce trauma qu'on a vécu tous les deux ensemble par rapport à la mort de notre fils. Et c'est comme ça qu'il a, comme il travaillait dans une clinique en cancérologie, c'était seulement des cancers féminins, fait que sein, utérus, ovaire, tout ça, il a commencé à questionner les patientes qu'il avait sur est-ce qu'elles avaient vécu en fait des chocs, des traumatismes dans les mois ou les années proches de leur diagnostic. Et il y avait quelque chose de systématique qu'il observait dans les histoires de ces femmes, à différentes proportions. Et c'est là qu'il a commencé à faire ses recherches. Il a commencé à se dire, ok, il y a quelque chose qui se passe en fait peut-être que c'est pas la cause, mais il y a un déclenchant émotionnel, c'est sûr, qui fait que est-ce que c'est la goutte d'eau, est-ce que c'est le déclenchant, est-ce que c'est la cause, mais il y a quelque chose en fait à regarder. Et comme lui, en fait, il travaillait en radiologie, c'est là qu'il a commencé à faire des radios du cerveau, en fait, des personnes qui avaient vécu des chocs et qui avaient ces diagnostics-là. Et c'est là qu'il voyait en fait ce qu'on a appelé après les foyers de Hammer, qui est en fait des zones dans le cerveau qui sont exactement dans la zone du cerveau correspondant là où il y a le déséquilibre, la multiplication cellulaire et en fait, le feu en ébullition dans le corps. Et c'est petit à petit qu'il a commencé à voir qu'il y a vraiment un lien entre le traumatisme émotionnel qui se passe dans le cerveau et la zone dans le corps correspondante. Et puis lui, il a beaucoup fait de recherches sur ces liens-là. Et bon, lui, il voyait qu'à chaque fois, le choc, il y avait quelque chose qui se répétait, le choc devait être dramatique, intense et brutal, et répété sur une longue durée. Donc ça, c'était plutôt ses observations. Puis, ce qu'il faut comprendre à ce niveau-là, c'est que le choc, c'est plutôt comme un déclencheur, comme un détonateur. Puis, en fonction de l'intensité du choc et la texture, enfin, le type d'émotion, en fait, ça va être une zone du cerveau et du corps qui va être en fait activée et qui va en fait se déclencher. Lui, après, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais juste pour expliquer un petit peu dans sa recherche, il a remarqué qu'en fonction de la partie du cerveau, des organes en lien avec une certaine partie du cerveau, le corps n'allait pas réagir de la même manière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, quand on est juste un embryon, quand on a encore un feuillet embryonnaire, donc avant qu'il y ait vraiment, juste après la multiplication cellulaire, avant qu'on devienne un tube neural qui va être en fait notre colonne vertébrale, on est comme un pancake. Puis à chaque feuillet embryonnaire, en fait, ça va développer un certain type d'organes. Et c'est comme si ces organes sont reliés à en fait une zone du cerveau correspondante. Donc lui, il a développé un peu plus l'endoderme, un mésoderme nouveau et ancien, et l'ectoderme. Et il y a, on va dire, des émotions, des stress types qui vont plus affecter ces organes et un type d'émotion. L'endoderme, c'est beaucoup plus relié avec des organes qui sont plus vitales, beaucoup plus en lien avec la survie, comme les poumons. Donc là, j'ai mis un petit peu, mais c'est surtout pour expliquer que c'est comme ça que lui, il a développé sa logique biologique. Il regardait c'était quoi ce qui correspondait au cerveau, c'était quoi le type de feuillet embryonnaire. Et en fait, il essayait toujours de voir la logique biologique. Et que souvent, en fait, la fonction de l'organe était beaucoup liée à l'émotion aussi. Donc quand il essayait de comprendre, de décoder en fait, l'information du stress, c'était ok, c'est quoi la fonction de l'organe? Et quand cet organe ne fonctionne plus, qu'est-ce que ça m'empêche de faire? Si on prend par exemple la peau, ça me permet de me protéger. En fait, c'est ma protection du corps. Ok, quand la fonction de la peau est entravée, qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que je me sens plus protégée, moins protégée? Qu'est-ce que ça dit de la personne? Et en fait, pourquoi le cerveau a donné l'information de venir moduler la fonction de cet organe-là? C'est toujours un petit peu ça dans le décodage, c'est essayer de comprendre qu'est-ce que fait la fonction de cet organe, qu'est-ce que ça dit au niveau cellulaire, et toujours rappeler que le cerveau il travaille toujours au premier degré. Quand lui dit j'ai besoin de me protéger, la peau ça me protège, je vais travailler au niveau de la peau. Même si le besoin de protection est complètement émotionnel. Parce que peut-être on a un besoin de protection émotionnelle, mais notre cerveau il travaille au premier degré, il ne travaille pas dans le symbolique. Et lui, il va nous faire un symptôme au niveau de la peau. C'est un petit peu comme ça que lui, en fait, il a élaboré les logiques. Si de nouveau,
ce qui est arrivé. Ouais, mésoderme ancien, nouveau, en fait, c'est lui qui a remarqué qu'il y avait un mésoderme qui... en fait, parce qu'au niveau des endroits du cerveau, il y a au niveau de l'évolution humaine, il y a des cerveaux plus anciens, comme par exemple le cervelet, que le préfrontal, qui est une partie du cerveau pré-nouveau. Et en fait, en surstress ou en conflit, selon les personnes, on en parle différemment, ça va faire de la matière ou creuser. Donc faire une excroissance ou au contraire creuser, faire des ulcères, des trous. En fonction de si c'est un vieux tissu, souvent ça va faire de l'excroissance, alors que si c'est un tissu plus nouveau, comme plus en lien avec les stress du préfrontal, ça va plus faire de la matière. C'est un peu les technicités, mais c'est pas forcément ce que je voulais. Bon, j'ai dit voilà, le cerveau fait tout au premier degré, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand un stress, un conflit, il n'est pas conscientisé, donc il n'est pas en fait compris dans toutes nos parties, c'est comme si les symptômes vont rester. C'est un petit peu ça. C'est pour ça qu'il expliquait que pour une résolution, une transformation complète d'un symptôme qu'on vit, il y a vraiment l'importance de transformation et de conscientisation. Puis, je voulais parler aussi, qu'est-ce qui peut être aussi des déclenchants. Donc les stress de tonalité similaire, c'est en fait parce que quand je parlais d'ailleurs de quelque chose qui n'est pas conscientisé, on peut imaginer que par exemple à l'enfance, on a vécu un stress où on n'avait pas forcément le câblage émotionnel, énergétique pour être capable de le transformer complètement. On peut imaginer par exemple qu'on avait des parents qui pouvaient être très très autoritaires, peut-être condescendants, écrasants, qui était un stress très très important de manière répétée et longue pour notre structure, mais on n'avait pas, en tant qu'enfant, souvent on n'a pas le câblage émotionnel pour pouvoir vraiment le conscientiser, transformer ça, puis passer à autre chose. Fait qu'il y a cette tendance à le mettre de côté. C'est ça que je dis, le conflit qui n'est pas conscientisé. Sauf que si, dans la vie plus tard, on vit un conflit qui a une tonalité similaire, ça va réactiver, en fait, ce conflit qui n'a qu'à été juste mis dans des organes, des parties, en fait, en dormance. Et c'est pour ça que je trouve ça important de rester en observation de ce qui se passe, parce que tout conflit, enfin tout événement qui nous fait réagir de manière qu'on pourrait dire un petit peu disproportionnée, ça parle de quelque chose qui n'a pas été réglé, qui n'a pas été conscientisé profondément. Au niveau de tonalité similaire, parce qu'il y a quelque chose de vibratoire là-dedans, j'avais envie de... Je ne sais pas si vous connaissez ça, la vibration sympathique. C'est plutôt en musique, là. Mais en fait, si par exemple on fait une tonalité, par exemple là, puis qu'on a une guitare à côté, on va voir que la corde de là, elle va vibrer toute seule. Parce qu'en fait, c'est la tonalité similaire. Même si on ne touche pas la corde de guitare, elle va vibrer toute seule. C'est un petit peu ça qui se passe quand dans notre vie, il y a quelque chose, on va dire une corde sensible. Puis en fait, on va vivre un événement qui est exactement cette tonalité qui nous, et notre corde sensible, qui est toute chargée émotionnellement, ça va faire vibrer notre structure. Puis c'est là qu'on va avoir des réactions qu'on pourrait dire « c'est plus fort que moi ». Ah non, mais je sais, là, c'était, on va dire logiquement, j'aurais pas dû réagir, mais c'est plus fort que moi. Et c'est là que je trouve ça intéressant de s'observer et de voir les espaces où justement on n'arrive pas forcément à garder notre centre, garder notre présence, parce que justement on a certainement des nœuds en fait qui n'ont pas été complètement transformés. Voilà, qu'est-ce que ça réveille en moi? Oui, là j'avais envie de mettre un exemple pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire quand on a quelque chose qui parle en termes de survie de l'espèce, comment on peut le voir dans les organes. Si on prend un exemple, un événement qui n'est pas digéré. Par exemple, on va dire « Ah, ça passe pas ». On va le dire dans notre jargon habituel, hein, c'est des expressions qu'on va utiliser. Lui, notre cerveau, il dit « Ok, cet événement, il n'est pas digéré ». Il dit « Moi, je vais l'aider là. Je vais l'aider à digérer
cet événement, sauf que le pouvoir qu'a le cerveau, c'est vraiment au niveau organique, fait qu'on va résoudre le conflit dans les organes correspondants. Fait que, par exemple, on va commencer à avoir, c'est un exemple, hein, du reflux d'acide. On va vraiment sécréter beaucoup plus d'acide parce qu'il faut digérer ce morceau. On comprend bien que ce morceau, par exemple, si c'est mon patron qui m'a viré et je ne le digère pas, c'est pas en ayant plus d'acide d'estomac que ça va vraiment m'aider. C'est tant qu'en fait le conflit n'est pas conscientisé, en fait qu'il n'y a pas une transformation au niveau émotionnel aussi, au niveau énergétique, parce que peut-être il y a quelque chose qui est bloqué aussi, qui a besoin d'être relâché, bah, il y a quelque chose qui va continuer en fait à s'exprimer. C'est pour ça aussi que c'est là aussi que le décodage vient apporter de l'information. Puis il y avait aussi une étude justement que le docteur Hammer avait fait qui était très intéressante. Il avait en laboratoire mis de côté des cellules d'estomac cancéreuses. Puis en fait, il avait vu que des cellules d'estomac cancéreuses sécrétaient de l'acide chlorhydrique. C'était à peu près, je sais plus, c'était 4 à 6 fois supérieur qu'une cellule d'estomac normale. Donc c'est pour vraiment bien digérer le morceau, quoi. Et dans une histoire qui est racontée dans un de ses livres, il faut comprendre que si on imagine au niveau animal, par exemple un loup, qui va avoir mangé trop rapidement, puis qui va avoir avalé un petit os, par exemple, d'un animal, qui n'est pas digeste. Lui, il a vraiment un morceau indigeste pour vrai. Ben là, effectivement, lui, il va avoir ses cellules qui vont se mettre en cellules cancéreuses. Donc, c'est quoi une cellule cancéreuse? Je rappelle, c'est juste une cellule qui se multiplie de manière plus rapide que les autres. Hein. Et qui a des fonctions différentes. Et sa fonction différente, c'est de sécréter plus d'acide. Ça va le permettre de dissoudre l'os. S'il n'avait pas des cellules sécréter de l'acide chlorhydrique 6 fois plus, il ne serait pas capable de digérer ça. Fait que là, le conflit est réglé, ça a pu être digéré, hop, ces cellules, elles n'ont plus besoin de rester dans cet état de crise. Le conflit est résolu, les cellules reviennent à leur état normal, et hop, ça continue. Ce qui arrive souvent, c'est que nous, ce n'est pas au niveau si physique et si autant dans la matière. C'est pour ça que notre mental vient un petit peu biaiser, en fait, qui se passe dans notre corps par rapport à, en fait, le détonateur qui fait que ça se passe dans notre corps. Donc, les informations inconscientes. Je parle super vite et je dis beaucoup d'informations très rapidement. Je vais essayer de me calmer le pompon un petit peu. Non mais ça va aussi. Ouais, ça va? Ok. Donc, en fait, l'idée avec l'approche que j'ai avec le décodage biologique, c'est qu'en fait, les informations, on les a toutes dans notre corps, nos informations conscientes et inconscientes, de toute notre vie, tous nos stress, tous les détonateurs en fait, qu'on a pu vivre tout au long de notre vie. Et l'idée, c'est comment aller chercher ces informations pour venir défaire en fait les nœuds qui sont toujours en fait en dormance et qui attendent juste d'être réactivés et ou transformés. Et moi, la manière dont je vais aller chercher les informations, c'est avec le test de kiné appliqué, en fait. Donc le test de kiné, ça permet d'aller tester directement en fait sur le corps les stress. L'idée, c'est qu'en fait, comment fonctionne un peu notre énergie. Nous, on a un courant électrique dans tout le corps. Toutes nos cellules ont un pôle plus et un pôle moins. C'est comme ça que toute l'électricité circule dans notre corps. Et notre énergie circule dans un sens, en fait. Et plutôt, en fait, comme des volutes de l'intérieur vers l'extérieur. C'est plus la médecine chinoise qui l'explique bien, ça. Puis, en fait, dès qu'on vit un stress, c'est comme si notre énergie, elle s'inverse. Pas forcément de manière très longtemps, mais tout ça c'est inscrit. Puis on le sait, hein, quand on vit une peur, on va plutôt avoir tendance à reculer. On a ce mouvement, on n'a pas ce mouvement, plutôt d'épanouissement et d'énergie qui circule de l'intérieur vers l'extérieur. On a vraiment cette énergie qui s'inverse. Et en fait, ce qu'on va tester, ce que je vais tester avec le test de kiné, c'est là où, à quel moment l'énergie s'est inversée. Quand j'avais 5 ans, 10 ans, 15 ans, peu importe. Mais en fait, tout est engrammé, toute l'information est là. Pas forcément consciente, mais elle est là dans notre corps. Et là, c'est là qu'en fait, on va aller chercher l'information. Et j'aimerais bien vous expliquer ça avec un petit exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait d'accord d'être un cobaye? D'accord?
Ouais, Moi? vas-y. Oui. Si tu veux. Ouais, tu peux je vais t'asseoir ici. Ici. Fait que, moi, souvent, ce que je fais toujours un petit calibrage au début des rencontres. Fait que, comme par exemple, tu vas pouvoir lever le bras. Fait que, je vais tester en fait ta force de base. Fait que tu fais une petite résistance. Ok. C'est quoi, résiste. C'est quoi ton nom complet pour que je puisse les tester Mon nom et mon prénom. Ouais. Marie-Claire Osier. Donc normalement, ça c'est une information qui est juste. Donc son énergie est censée circuler dans le bon sens. Si je dis que tu t'appelles Marie-Claire Osiel, c'est censé être fort. Oui. Si je t'appelle Osiel, c'est toujours fort. Si tu t'appelles Hippolyte, c'est pas très fort. C'est un peu comme, ça c'est juste le test de base qu'on fait. Un autre test que j'aime bien, c'est comme par exemple, si je mets mon doigt comme ça, là, je suis pôle plus, pôle moins, fait que l'énergie circule. Ok, je garde, ouais, garde toujours. Si j'inverse mon doigt, ouais, hein, c'est faible. Hein. Et quand on a toujours des pôles plus, pôles moins, avec le doigt, ça me permet de voir aussi la force de la personne et pouvoir calibrer aussi. Et moi, je le vois, donc là, c'est pôle plus, fait que si j'inverse, je vois quand tu es en stress. Ouais. Et que là, je vois quand il y a cette faiblesse. Et c'est ça, en fait, que je peux tester. Quand, en fait, il y a un moment où en fait, le corps manque d'énergie. Et ça, c'est un des tests que, par exemple, je fais pour le calibrage. Tu peux te mettre debout. Et un autre petit test que j'aime bien faire, c'est que tu vas te mettre comme ça, puis tu vas me résister. Ok. Fait que là, d'accord, vraiment, ouais. Tu vas penser, par exemple, à quelque chose qui t'a mis en déséquilibre émotionnellement, qui t'a challengé. Est-ce que tu es dedans là? Oui. Ok. C'est pas très fort. Hein. Ok, parfait. Juste lève les yeux au ciel puis change ta respiration. C'est juste un petit exercice de PNL pour sortir de l'émotion. Maintenant, pense à une émotion où tu étais plutôt dans ta force, en joie, que tu étais bien entendu. Ok, qui t'apporte vraiment de la joie. Okay. Ok. Est-ce que tu es dedans? Ouais. Ok. Ouais, c'est pas pareil. Hein? Ok. Et ça, c'est juste pour montrer que tout point dans le temps qui nous a en fait déséquilibrés, ça a un impact direct sur notre énergie. Je peux le tester ici. Je teste aussi, par exemple, un mot qui résonne avec une corde vibratoire qui met en déséquilibre. Tout de suite, en fait, je vais pouvoir tester sur la structure de la personne. Ça met directement en faiblesse. C'est un petit peu comme ça, tu peux tracer que je vais tester en fait les informations. En fait, on va aller questionner. Puis aussi, pendant une rencontre, je vais toujours aussi tester la priorité biologique. Parce que des fois, j'ai une personne qui me vient avec une liste d'épicerie de toutes les choses qu'ils aimeraient transformer, travailler, mais il y a toujours une priorité aussi au corps. Puis je le teste aussi sur le corps. C'est quoi la priorité sur 10? Donc c'est ce qui est prêt à être transformé, et c'est ce qui émerge aussi. Et c'est un petit peu ça. Ouais, je voulais revenir sur le concept de programme de survie. C'est vraiment pour moi très important parce que on a différents stress qui nous inversent et qui nous mettent en déséquilibre, mais les programmes de survie sont vraiment très 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 forts et en fait sont inscrits vraiment très profondément dans notre structure. Et des fois aussi ils sont un peu biaisés. En fait, des fois il faut aller creuser ressenti profond, peur profonde. Des fois ce qu'on voit à la surface, c'est pas forcément ce qui est le plus clair et ça peut être quand même relié en fait à des schémas de survie. Je vais prendre par exemple juste un exemple, je pense qu'il est arrivé il n'y a pas longtemps avec, par exemple il y a une cliente qui me dit ouais j'aimerais travailler, vraiment j'ai beaucoup de peur du jugement. C'est quelque chose qui est terrible, dès qu'elle fait une présentation ça marche mal, on peut dire oh, la peur du jugement, ça va. Puis quand on creuse, on regarde la peur du jugement, souvent est très reliée à la peur du rejet. Hein? Si je suis rejetée, je ne fais plus partie du clan. Si je ne fais plus partie du clan, ma survie est en jeu. Puis là, ça peut
Donc il peut y avoir des programmes de survie qui s'activent de manière très profonde. Alors si on voit le top de l'iceberg, du ah, c'est quelqu'un a un peu peur du jugement, elle fait trop attention au regard des autres. Des fois, c'est surtout quand c'est viscéral et structurel que quelqu'un, juste le fait de parler en public, il se liquéfie sur place. Toute sa structure shake, c'est parce qu'en fait, les racines dessous sont beaucoup plus profondes et ça prend à venir vraiment creuser et déraciner. En fait, c'est quoi le stress source qui des fois, c'est des fois des trucs de l'enfance, des fois des choses beaucoup plus grosses qu'on pense. Souvent, je reviens à l'idée, quand il y a quelque chose qui active en nous et qui nous fait réagir de manière qu'on qualifierait un peu de disproportionnée, c'est là que ça allume un peu les petites lumières et qu'on se dit, ok, il y a peut-être quelque chose de plus structurel et de plus profond à aller regarder. Oui, alors je vais parler un peu de comment, une fois qu'on est allé chercher les informations inconscientes, comment on peut les transformer, qu'est-ce qui se passe en fait. Déjà, il y a toute la partie de libérer en fait le nœud émotionnel, énergétique. Ça peut être un événement aussi qui est en stagnation. Des fois, c'est pas vraiment l'événement, des fois, c'est une émotion, des fois, c'est relié à des mémoires dans notre enfance, des mémoires parentales, même des fois des mémoires ancestrales. Comme je vous ai dit au tout début, on a vu que des fois, des génocides, c'est des mémoires ancestrales, c'est tellement traumatisant que c'est vraiment transmis dans l'ADN. Pour éviter au maximum de revivre ça. C'est plein de programmes gagnants en fait qui sont inscrits dans l'ADN pour éviter de revivre ce traumatisme. Puis on comprend très bien en fait quand on voit des animaux par exemple qui développent une caractéristique pour mieux survivre dans leur environnement et qui en fait ils vont le transmettre à leur descendance. C'est logique parce que c'était un programme gagnant. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau, ce qu'il va faire, il dit « Ok, je suis toujours en vie. Ça veut dire que mes programmes de survie, c'est des programmes gagnants, moi je les garde. » Et c'est pour ça aussi, des fois, que c'est difficile de transformer en fait, ces programmes gagnants, c'est qu'il faut venir dire au cerveau « Ok, là ça t'a été utile à ce moment-là, maintenant on est en 2022, est-ce que ça t'est encore utile? Non. » Il y a ce moment, le petit 2, qui est amené un nouveau message, en fait, au niveau du cerveau, au niveau de notre structure. Et des fois, la prise de conscience est suffisante. Des fois, quand on me rend compte, quand je mets juste en avant, à dire, bon, ben, il s'est passé ça, à tel âge, il y a eu cet événement, c'est ça qui a fait que, des fois, la prise de conscience suffit pour faire une transformation profonde. Des fois, il faut y aller un petit peu plus profond. C'est là que j'utilise certains outils de libération pour vraiment venir shaker justement des fois les cordes qui sont chargées d'émotions. Par exemple, avec le EFT, c'est aussi appelé tapping, c'est un outil que j'utilise beaucoup pour les libérations. Puis, j'utilise aussi des fois des outils d'harmonisation. Je vais expliquer un petit peu après. C'est ça, là j'ai mis quelques exemples d'outils que j'utilise, mais en fonction de... Souvent, je questionne toujours, est-ce qu'il faut, par rapport au thème de consultation, est-ce qu'il faut dissocier, dégager, amplifier ou installer quelque chose de nouveau? C'est toujours différent. Des fois, il faut vraiment faire une scission dans la structure par rapport à ce qui a été toujours vécu par des fois des lignées familiales, par rapport à ce qu'on a vécu dans l'enfance. Des fois, c'est juste qu'il faut installer vraiment un nouveau message beaucoup plus positif, beaucoup plus harmonieux. Fait que moi, je vais toujours tester directement avec l'énergie de la personne, c'est quoi en fait l'outil qui est le plus juste, parce que moi je sais pas, le corps de la personne c'est toujours mieux que moi-même. Donc là j'ai mis certains outils que j'utilise, mais il y en a d'autres que j'utilise, et c'est toujours tester l'outil qui va être le mieux pour transformer le thème qu'on est en train de travailler ensemble. Donc ça c'est par rapport aux outils de transformation. Ah oui, et j'aime bien, ouais. Ça, c'est vraiment important, les mécanismes d'adaptation, puis l'intégration. J'ai trouvé ce dessin, je voulais un peu symboliser pour expliquer que quand on se construit aussi avec un peu nos forces, nos faiblesses, nos traumas. Et on est comme un peu un équilibriste, on est tout un peu en équilibre. Et qu'en fait, on ne peut pas venir des fois juste tout déraciner, toute la source d'un tout, sinon on viendrait un peu s'écrouler. C'est pour ça que, des fois, quand il y a des thèmes qui sont très structurels, et comme je répète beaucoup, en lien avec des mécanismes de survie,
fois, ce qui est possible d'être transformé, c'est ce qui est possible sur le moment sans trop déséquilibrer la structure. Parce que des fois, en fait, c'est ça, il y a les dossiers, je pense que j'ai mis les dossiers à tiroir, c'est ça, les sujets à tiroir, c'est qu'en fait, quand on vient tirer un sujet, en fait, il y a toute une autre chose, en fait, qui vient avec. Et c'est pour ça que, ben, des fois, il faut le temps d'intégration. Des fois, il y a comme un morceau qui est comme transformé, et puis il y a le temps d'intégrer, puis pour pouvoir aller, des fois, creuser plus profondément. Donc ça, c'est important à garder en tête, parce que le corps, il a vraiment cette intelligence et il ne va jamais nous laisser de transformer. Des fois, on a des croyances mentales qui sont très structurelles sur la manière dont on fonctionne. Puis on peut des fois transformer juste en morceaux, puis pour qu'il y ait cette intégration, pour pouvoir aller plus profond. Fait que selon les sujets, il y a des sujets où c'est très facile aussi parce qu'il y a déjà une prise de conscience qui est là, puis il y a une partie de nous qui est déjà prête, fait que ça peut aller vite. Mais il y a certains sujets qui des fois prennent une transformation, une intégration, rééquilibrage, transformation, intégration, rééquilibrage. C'est pour ça, dans les rencontres, souvent je donne des devoirs à faire. C'est pas fini à la fin de la rencontre. Souvent, je propose des outils à travailler chez soi selon ce que c'est. Ça peut être des outils d'intégration. Des fois, je travaille avec des actes symboliques. Ça peut être des habitudes de vie à intégrer. Ça peut être des fois des libérations émotionnelles à faire à chaque matin ou juste en fait, remettre son énergie dans le bon sens ou observer les moments dans la journée où on s'inverse et se désinverser. Il y a plein de petits outils que je propose en fonction de ce qui est là pour vraiment venir réharmoniser. Surtout quand c'est des sujets qui nous ont mis plus en déséquilibre, il y a besoin de réharmoniser la structure plus rapidement pour qu'en fait notre énergie recircule. Il faut imaginer par exemple qu'on a un blocage ici. Je peux prendre l'exemple. Par exemple le foie. C'est beaucoup lié avec le stress lié au manque. Surtout s'il y a un foie gras, c'est pas mal de stress de manque. Oui, il y a des problèmes de triglycérides et tout, mais le fait que ce symptôme soit là, imaginons on commence à travailler, ok, c'est bon, j'ai plus l'empreinte de ma grand-mère qui a eu peur de manquer pendant toute la guerre, qui m'a transmis ça, donc j'ai plus ce stress de manque, mais pendant toute ma vie, j'ai développé des stratégies pour pas manquer, je compte mes sous à chaque fin de mois, puis j'ai toujours quand même la peur d'eux. Ça prend du temps à intégrer des nouveaux comportements, des nouvelles habitudes, puis comme laisser, donc l'énergie va commencer à recirculer de manière physiologique, après plus énergétique, là aussi l'acupuncture, il y a les massages, je sais, le shiatsu, ça peut beaucoup aider, il y a plein de choses qui peuvent nous aider aussi, la structure à comme dire, ok, l'énergie peut recirculer ici, il y a plein d'outils qui sont intégratifs à ce moment-là. Puis après, c'est aussi tous nos comportements nos comportements en fait qui doivent s'ajuster. Et ça prend du temps. Et c'est là l'apprentissage, parce que qu'est-ce que ça fait en fait le décodage biologique? Ça vient nous apprendre en fait les petits nœuds qui nous empêchent de vraiment nous exprimer comme on décide. Parce que quand on a en fait des mécanismes, on va dire automatiques, on réagit en fait en direct, on n'est pas vraiment libre de la réponse qu'on propose. Et c'est vraiment, ok, j'avais ce nœud-là, j'ai pu transformer l'empreinte, comment maintenant je choisis les comportements, comment je choisis, comment j'ai envie de réagir face à cette situation. Puis qu'il y a toujours un beau message, un bel apprentissage aussi, je trouve, quand on arrive à décoder les nœuds qu'on avait et comment on peut finalement se moduler soi-même, se transformer, apporter un autre message. Puis ça, c'est tout au long de la vie. Hein. C'est vraiment des graines, je trouve, que ça plante, ça permet vraiment de libérer ce qui nous empêche de vraiment pouvoir planter nos propres graines à nous. Et ça, c'est à chacun que ça appartient. Puis que là, j'ai juste mis des exemples de sujets que j'ai travaillé avec certains clients. Il y a des sujets aussi que j'ai travaillé sur moi-même, parce que moi, ça m'a permis de transformer beaucoup de choses, cet outil. Et pour voir que à la fois des choses, des fois des manières de fonctionner, des fois c'est des symptômes, parce que moi, que ce soit le rôle du sauveur ou une allergie, moi je vois ça comme un symptôme. C'est un symptôme qui dit quelque chose. Après, il peut y avoir beaucoup de choses en cours de route, des facteurs aussi physiques qui ajoutent, mais il y a toujours une source
moi, il y a toujours quelque chose on va dire, dans l'immatériel et après qui se manifeste dans le matériel. Et voir c'est quoi qui a fait qu'on vit ça. C'est un petit peu ça. Ça, c'est ça, j'ai mis quelques petits exemples ici. Ouais, mais c'est ça, je suis vite, hein. Est-ce que vous avez des questions? Écoute, quand à chaque fois que tu parlais, faut que je dise, faut que j'y demande ça, tu sais, j'osais pas trop intervenir. Mais comme tu parlais du manque, ben c'est ça, tu parlais du manque. Est-ce que ça se peut aussi que, tu sais, qu'il y a une personne qui accumule beaucoup de choses parce qu'elle a manqué elle a peur de le perdre, fait qu'elle ramasse, elle ramasse, elle ramasse. C'est comme les gens qui ramassent beaucoup de choses chez eux, là, dans leur... Ça, c'est un signe, hein. Ouais, il y a quelque chose qui a signe de stagnation. Après, il y a, Après, il y a aussi des personnalités aussi. Il y a des gens qui ont plus cette tendance et qui doivent plus travailler sur certaines choses, mais oui, mais aussi ce qu'il faut comprendre, c'est que moi j'ai comme un gros dictionnaire du décodage biologique sur le sens de toutes les maladies. Et quand j'ouvre, des fois, je vois sur certains symptômes, ce serait quoi la logique. Donc, ça donne des informations, mais ce qui est vrai pour la personne, c'est toujours plus spécifique. Puis des fois, quelqu'un qui vivrait le même symptôme, ça peut être vraiment différentes choses. Je vais prendre par exemple l'exemple d'être en surpoids. Vraiment un surpoids important. Ça peut être deux choses. Non, je vais encore dire quand même des symptômes typiques, mais même dans les typiques, ça peut être très, très différent. Par exemple, ça peut être le fait de se cacher, en fait, parce que sous la masse, je deviens invisible. Par exemple, je ne deviens plus désirable ou plus intéressant. Et du coup, ben, je ne suis pas en risque de abus, par exemple. Ou au contraire, j'ai aussi rencontré des personnes qui avaient pris pas mal de masse, et c'est pour être vu. Comme ça, au moins, on ne m'oublie pas. N'oubliez pas que j'existe, je suis là, regardez-moi, je prends de l'espace. Fait que même un même symptôme, en fonction de l'histoire de la personne, ça peut être pour des choses complètement différentes. Fait que c'est pour ça que c'est intéressant les grands dictionnaires de maladies, mais c'est toujours savoir c'est quoi l'histoire de la personne, quand ça s'est manifesté, pourquoi, qu'est-ce que ça dit de la personne, pour vraiment pouvoir transformer. Puis, dans les outils, vous avez vu, mais j'utilise aussi souvent les fleurs de Bach pour l'accompagnement, parce que les fleurs, ça travaille aussi au niveau émotionnel, et pour des fois l'intégration de nouvelles choses qu'on a envie en fait, d'intégrer, de vivre, et pouvoir aider certaines modifications dans notre structure, ça aide beaucoup aussi. Il y a aussi, tu sais, dans une famille, un enfant peut réagir à telle chose, puis pas à un autre. Moi, c'est ça qui me fascine. Là. Comment ça se fait que... Moi, je prends l'exemple de ma nièce. Écoute, ma nièce, 33 ans, cancer de l'estomac. Puis, elle avait une hygiène de vie assez... Tu sais, elle prenait pas de drogue. Tu sais, tu dis que, bon... Fait que c'est là, moi, ça fait comme fait... Voyons donc, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas digéré, ça c'est sûr. Mais pour aller jusque-là, jusqu'au cancer, en tout cas, moi, ça a été assez fulgurant, rapide, hein? Vraiment rapide, là, en quelques mois. Là. Justement, des fois, les gens ont une bonne énergie vitale, c'est triste à dire, là, mais c'est fort, du coup. Aussi, ouais. Ça va vite et c'est rapide. Parce que justement, peut-être elle était plus en santé, c'est dommage, là, mais oui, c'est vrai. C'est fulgurant, ça va vite et c'est bing, quoi, la structure répond de manière... Et puis souvent, on ne comprend pas, mais cette personne fait attention à ses habitudes de vie. Et genre, ça n'a pas rapport direct avec ce que je viens de parler, mais j'ai envie de rappeler quelque chose de vraiment très important. Nous, on est dans la matière, puis on dit qu'on a un corps, mais ce qu'il faut qu'on voit, c'est quand on est fait de molécules, et les molécules sont faites d'atomes, et les atomes, c'est quasiment que du vide. En fait, ce qu'on est, c'est 99% de vide. Qu'est-ce qu'il y a dans le vide? Il y a de l'énergie. Fait que, oui, c'est important de travailler sur nos habitudes de vie dans la matière, mais on est quand même beaucoup plus de l'information énergétique que de la matière. Mais c'est sûr que ce qu'on voit, moi je vois mon corps, j'ai l'impression que c'est tangible, ça, j'ai l'impression que c'est tangible, mais c'est physiquement, la physique le dit, c'est vide. Un atome, c'est vide, c'est du rien. Et en fait, c'est pas du rien, c'est du plein d'eux, et dans ce vide, c'est là que l'énergie, elle circule. C'est là qu'il y a beaucoup de choses, et je pense que
dans nos sociétés, il y a quelque chose à venir rééquilibrer. On fait beaucoup d'hygiène physique, on se brosse les dents tous les jours, mais est-ce qu'on se questionne, ok, tout ce que j'ai accumulé comme tension physique, mais aussi peut-être énergétique, émotionnelle dans ma journée, est-ce que je me couche avec encore ça à l'intérieur de moi? C'est ça. Et je pense que c'est... En tout cas, c'est ça. Ouais, je pense qu'on a été élevés beaucoup là-dedans, c'est pour ça que c'est dur, en tout cas, pour beaucoup de personnes, de croire qu'il y a autre chose, c'est intangible. Est-ce qu'on peut croire à quelque chose qui est intangible? Mais c'est bizarre parce que là, j'ai le Wi-Fi là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit le Wi-Fi? On est dans une société, on utilise les ondes et les vibrations tout le temps qu'on voit pas. C'est concret là, c'est quand j'ai pas de Wi-Fi, il n'y a rien qui marche. Les ondes du téléphone, la même chose. Oui, on utilise en plus la vibration, la fréquence, on le sait, puis on s'en rend compte, hein, une émotion c'est une vibration, puis on se rend compte qu'on pense quelque chose, que c'est engrammé dans notre corps, puis qu'on a le vent qui sert, on voit l'impact directement, l'information vibratoire énergétique, ça envoie un signal électrique dans notre corps, puis une conséquence, il y a un flux d'hormones, puis à la base, c'est une pensée, hein. Oh, je vais rater ça. J'ai une question peut-être de temps, dans le sens où, comment je pourrais formuler ça? Tu sais, si tu as déjà un cancer, est-ce que il est toujours temps quand même de ramener cette information-là dans ton conscient puis d'essayer de rééquilibrer, ou à quel moment il est trop tard, mettons? Moi, je pense qu'il est jamais... Ou est-ce que ça semble être un truc de prévention plus que... moi, je trouve qu'il est jamais trop tard de venir mettre du sens. Mais après, je pense que chacun doit vraiment s'écouter profondément. Moi, j'ai vraiment pas la réponse pour chacun et chacune. C'est un peu compliqué à répondre à cette question, surtout parce que aussi le mot, en plus, cancer, ça... je dis cancer, mais ça pourrait être n'importe quoi, là. Mais non, je trouve que c'est... Non, parce que tout diagnostic très lourd, ça quand même... C'est un agrégore, ça a quand même une lourdeur dans notre société qui est quand même significative, qu'il faut quand même prendre en compte. Juste ce genre de diagnostic, c'est quand même assez terrible, hein, on est d'accord? C'est lourd. Moi, je trouve que c'est toujours important de donner du sens, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que il y a toujours la question de l'énergie vitale de la personne. C'est que dans l'idée de la logique biologique, le moment où on résout le conflit consciemment, c'est comme si le corps n'a plus besoin de faire cette multiplication cellulaire parce que le conflit est réglé. Ça, c'est l'idée idéale de la théorie. Hein. Le truc, c'est que ce soit pour développer une multiplication cellulaire ou pour l'arrêter, tout ça, c'est quand même des mécanismes physiologiques qui demandent une énergie vitale. Puis en fonction de l'âge de la personne, la vitalité de la personne, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de personnes, même sans ça, qui se font emporter par le cancer, parce que il y a comme toute une physiologie, il y a tout un physique qui est emporté avec ça. Puis est-ce que ça peut être trop tard quand même? Oui, ça peut être trop tard, mais je pense que ça peut être toujours important pour la personne de mettre du sens. Moi, ça c'est personnellement, mais encore, moi je remets toujours les cartes en main de la personne en fait. Est-ce que c'est juste pour la personne? Est-ce que c'est juste dans son parcours de vie de mettre du sens là-dedans? Ou est-ce que c'est trop parce que l'intensité qui est vécue physiquement, émotionnellement, c'est déjà too much? Mais moi je trouve que c'est plus intéressant de faire, comme vous avez dit, en préventif. Surtout si on sait, dans ma famille il y a des cancers de haut, dans ma famille il y a des diabétiques, dans ma famille, il y a peut-être des stress types ou des chocs, si en plus plusieurs personnes ont le même type de symptômes, peut-être qu'il y aurait quelque chose à venir transformer avant justement qu'il y ait quelque chose qui s'engramme en nous, ça oui clairement. Et puis, moi je travaille beaucoup en naturopathie aussi, la prévention c'est toujours l'idéal. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de s'observer justement les moments où ça bloque, les endroits où on sent qu'on réagit de manière disproportionnée, ou comme on nous dit un truc, puis là notre dos il bloque. Puis je dis, ok, qu'est-ce qui a fait dans les jours, j'ai mon dos bloqué, qu'est-ce qui a fait dans les jours avant qui fait qu'il y a quelque chose dans mon corps qui dit, non, je bouge plus. Moi je vais vous dire honnêtement, je me souviens très bien, c'était il y a 5 ans, ça faisait 2 ans que je n'étais pas allée voir ma famille en France, puis là j'avais prévu d'aller les voir à Noël. Mon dos bloque la veille de prendre l'avion. Voilà.
C'était clair, hein, c'était... Il y avait une petite appréhension, puis dans la blanche, j'étais comme ça, quoi. Puis je suis arrivée livide, c'est ça. Bon, à ce moment-là, je n'étais pas encore dans le naturo, mais c'est juste que j'étais étudiante, je pense. Est-ce que tu as réussi à décoder? C'était quoi le... Oui. Ouais. Oui, c'était très clair. J'avais, à ce moment-là, j'étais étudiante en naturo, puis c'était mon professeur d'homéopathie qui lui, m'avait sorti le nœud. En plus, c'était devant toute la classe, c'était assez malaisant, je m'en souviens. Mais en tout cas, oui, il l'avait sorti vraiment, il l'avait mis dans ma conscience, puis ça avait permis de faire le shift de manière assez rapide. Mais oui, on peut vraiment s'observer avant que par exemple, ce mal de dos, finalement, il devient chronique. Puis finalement, tous les ans, au mois de décembre, j'ai le dos qui bloque. Ouais, c'est ça. Et surtout quand on voit des répétitions, c'est mais pourquoi à chaque novembre, c'est la saison. Ouais. Mais bon, la saison, ça commence en octobre, pourquoi pas en décembre? Pourquoi à chaque fois en novembre? Enfin, en tout cas, c'est ça, je trouve qu'on peut... L'idée, en fait, c'est la proposition, c'est vraiment déjà mettre de la conscience, en fait, beaucoup s'observer, pas laisser de côté. C'est parce que qu'est-ce qui fait que des conflits, des stress non résolus grossissent? C'est parce qu'on les met de côté, on dit ah bon, c'est rien, je me suis juste foulé la cheville, ça va, c'est rien. Puis après, ça devient vraiment quelque chose, puis à un moment, ça peut devenir un déséquilibre et un diagnostic, par exemple. C'est pour ça que je pense mettre de la conscience déjà au quotidien sur, que ce soit d'un petit mot de tête, ou une colère, ou même, oh, pourquoi mon syndrome prémenstruel est si intense? Oui, il y a des choses physiologiques, mais quand même. Pourquoi, qu'est-ce qui est la source qui fait que mes hormones sont autant? C'est pas normal d'avoir mal, c'est pas normal de pleurer sa vie, enfin en tout cas, c'est ça. Après la lignée de femmes, c'est très chargé. J'ai une question. Oui. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Mais tu sais, au début, tu parlais de l'ADN. Donc, ils ont remarqué le fait qu'ils ont pu voir dans l'ADN des traumas de génération, mettons que la personne, elle ne l'a pas vécu, mais elle a vécu. C'est quoi qu'il y a dans l'ADN qui fait, c'est quoi? C'est des trous? C'est des non, en fait, on a des séquences. En fait, le truc, c'est que le génome, il est toujours intact, hein, c'est toujours le même. Puis on a tous le même génome humain, mais ils savent qu'il y a des qualités qui s'expriment ou pas, cheveux bruns, grands, petits. Puis en fonction de l'endroit dans le corps, c'est le gène de l'œil, le gène de la peau, mais tout le génome entier est dans chaque cellule. Et le fait que ça s'exprime ou non, en fait, le génome il est enroulé dans des protéines d'histone, et il fait qu'il faut qu'il y ait un activateur pour que le gène soit lu, puis qu'il s'exprime en protéines, et puis que cette protéine, en fait, soit exprimée dans le corps. Et en fait, donc le génome, c'est parce que ça fait comme une espèce de spirale comme ça. Donc le génome, il se trouve où là-dedans là? C'est comme juste pour visualiser. En fait, il est dans le noyau de notre cellule, mais en fait, il est toujours intact, mais c'est son expression qui change, en fait. Et le truc, ce qu'on remarque, c'est que durant les générations d'après, ils ont, on va dire, l'endroit de l'expression, on va dire, du stress qui est ouvert, donc qui s'exprime. Alors qu'ils n'ont pas vécu ça, fait qu'ils ne devraient pas, en fait, ça ne devrait pas être exprimé. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Parce que c'est un peu comme... C'est un livre de recettes, et l'expression, c'est de décider de faire la recette à partir de la recette, en fait. Le corps, il va reconnaître un événement similaire, puis là, tout d'un coup, il va faire la se recette. mettre à produire. Ouais, c'est ça. Puis, moi, la première fois que j'avais entendu parler d'épigénétique, c'est quand je faisais mon cours, je pense, de biochimie en naturopathie. Puis, l'épigénétique, c'était un peu l'espoir de la naturopathie, parce que c'est avec nos habitudes de vie, on peut faire, même si on a un potentiel de gène, par exemple, même de diabète ou quoi, le fait que le gène s'exprime, nos habitudes de vie, en fait, nos pensées, toutes nos habitudes de vie vont potentialiser ou non cette expression-là. Fait que ça donne beaucoup d'espoir à la prévention, à tous les niveaux des types d'habitudes de vie. J'ai une question sur le transgénérationnel aussi. Vous disiez qu'une des étapes, c'était la conscientisation, mais
ok, j'ai compris, on travaille sur des symptômes qui s'expriment, ça peut être un manque de confiance en soi, une peur de l'abandon, etc. Et par exemple, avec l'EFT, il y a vraiment besoin de formuler. Donc, par définition, quand c'est familial, et souvent des secrets ou des choses dont on n'est pas conscient, comment est-ce qu'on va travailler? Parce que nos propres traumas, des fois, on ne les connaît pas nécessairement, mais on peut réussir à les ressortir, à les formuler, à travailler l'EFT et puis les symptômes. Mais comment ça fonctionne pour le transgénérationnel? Comment est-ce qu'on va conscientiser quelque chose? Comment est-ce qu'on retrouve la racine? Moi, en fait, je questionne toujours le corps, puis les informations du transgénérationnel sont là aussi. Ça peut paraître bizarre, mais moi, je le teste toujours sur le corps. Oui, la grand-mère à 5 ans, en fait, l'information est testée. Fait que moi, je peux la tester aussi directement, et que cette information est testée là. Puis après aussi, il y a des choses, selon ce que c'est nécessaire ou pas de savoir ce qui s'est passé. Des fois, juste le fait de savoir c'est quoi, ce que j'appelle l'envoyeur dans l'arbre généalogique. Des fois, il y a juste besoin de savoir c'est qui l'envoyeur et juste de dissocier. Dissocier, des fois, c'est suffisant, mais des fois, il y a besoin de savoir c'est quoi parce qu'il y a une leçon à apprendre. Donc, en fonction de ce que c'est, des fois, il y a vraiment besoin de creuser, pas nourrir le mental, mais de comme dire, ok, ben, il s'est passé ça, il y a cet événement de ma grand-mère, blablabla, qui fait que ça rentre exactement en résonance avec moi, puis j'ai besoin de comprendre, conscientiser ça, ou des fois c'est juste, ok, il y a eu un envoyeur de quelque chose qui se répète, j'ai juste besoin de dissocier. Ça dépend un petit peu c'est quoi la couleur, des fois c'est nécessaire ou pas. C'est ça, c'est pour ça que des fois la conscientisation est nécessaire, des fois c'est pas forcément au niveau du mental, c'est vraiment juste énergétique. Il y a comme une empreinte qui est là. J'en ai pas parlé, mais l'empreinte de naissance est aussi très importante. L'empreinte de naissance, c'est 9 mois avant la conception, 9 mois de grossesse et 9 mois après. Et 9 mois avant, c'est souvent plus l'empreinte du père. Pendant la grossesse, c'est plus l'empreinte de la mère. Puis les 9 mois après, c'est vraiment la dynamique du couple en fait, qui s'inscrit. Puis ça, c'est aussi des choses qu'on regarde pas mal parce que selon les dynamiques, l'empreinte de naissance peut aussi peut beaucoup imprégner la structure, comment on est dans le monde, nos croyances mentales, parce que ça peut être très fort aussi, puis même dans le ventre, hein, tout s'inscrit déjà à ce niveau-là. Mais nous, comme on n'est pas capable de connaître cette dynamique qu'on a vécue parce qu'on était trop petit, est-ce que vous avez déjà des questions pour tester sur le corps, pour essayer de trouver quelle était cette dynamique? Si c'est nécessaire, en fait, oui, moi, en fait, je ne l'ai pas amené, mais j'ai un gros classeur comme ça, avec plein de dossiers où j'ai des dossiers sur les systèmes, j'ai un dossier empreinte de naissance, sur le dossier transgénérationnel. Et moi, en fait, j'ai tout scanné. Donc, en fait, maintenant, j'ai tout sur mon ordi parce que c'était plus simple pour le transport. Mais j'ai en fait un dossier comme ça que j'utilise dans la rencontre. C'est vraiment ma base de données où je vais chercher toutes les informations. Comme par exemple, dans le système ostéo-articulaire, j'ai la symbolique de chaque dorsale, chaque lombaire. S'il y a un blocage là, je vais pouvoir comme aller chercher l'information. Ok, si c'est cette dorsale-là, il y a peut-être un stress source qui est plus de cette tonalité-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque système a une tonalité principale de stress, puis il y a toujours des sous-tonalités. Si je prends par exemple le système digestif, je reviens toujours à la fonction de l'organe. Par exemple, ce que permet le système digestif, je prends de la nourriture, puis il y a une partie de nourriture, je décide que ça devient du moi dans mes cellules, et il y en a une partie que j'excrète, c'est pas du moi. Je discrimine. Donc, tout stress qui est lié au doute de l'identité, de ce que je fais du moi, ce que je décide que ce n'est pas du moi, surtout dans le côté transgénérationnel, des dynamiques comme ça vont souvent atteindre le système digestif. Donc ça, c'est la tonalité principale, puis après, il y a des sous-tonalités, si c'est plus l'œsophage, l'estomac, le petit intestin, le gros intestin, même si c'est le ascendant, transverse, ça va être encore des tonalités différentes. Mais il y a toujours une tonalité principale d'un système, puis des sous-tonalités, et en fonction de la personne, des fois, ça va être aussi des petites spécificités, en fonction de la manière de voir les choses et tout. Mais souvent, quand on revient à la fonction de l'organe, on comprend un petit peu les dynamiques, les stress qui sont en lien. Donc, c'est des outils pour aller cibler ce qui a besoin d'être travaillé. Exactement. C'est ça, des fois aussi. Puis c'est avec ça que tu vas questionner le corps.
Puis tu vas voir s'il répond, c'est-à-dire si c'est quelque chose que tu as vécu, donc qui est plus dans tes cellules, ou quelque chose qui est plus justement transgénérationnel, donc de quelqu'un dans ta lignée familiale. Fait que tu vas poser la question, puis là, le corps va répondre par ses tests. Exactement. Okay. C'est ça, puis j'ai un peu des questions aussi. C'est ça, dans mon cours classeur, j'ai beaucoup ce qu'on appelle les invariants biologiques, des stress typiques, des choses en lien avec aussi le développement de l'embryon. Il y a plein de choses. Après, je ne me suis pas étalée, mais effectivement, il y a plein de petits détails, petites complexités là-dedans. Mais c'est un peu ça l'idée. Ouais. Est-ce qu'il y a des étapes? Est-ce que tu parles de questionnement, on va dire, excusez-moi, je suis malade, donc je parle un peu bizarrement. Tu parles de transgénérationnel, donc est-ce que ce serait ça qu'il faudrait travailler à la base? Après, tu parles de l'état du fœtus, donc est-ce qu'après on passe à cette étape-là? Enfin, comment définir? J'imagine que chaque personne est différente, mais il n'y a pas vraiment c'est pas linéaire, hein? C'est pas linéaire, puis en fait, c'est plus comme j'ai une caisse à outils, en fait. Ouais. Et en fonction de ce qui est là et ce qui est juste pour la personne, parce que justement, comme on est tous différents, il n'y a pas tout le monde qui va répondre de la même manière. Il y en a, ça va aussi plus leur parler, et des fois, c'est juste une manière d'y aller. La forme, des fois, c'est pas le plus important, c'est comment on peut réussir à vraiment déraciner la chose, comme par exemple, pour un stress, des fois, je fais. Comme outil, je vais peut-être utiliser une visualisation où on va venir nettoyer la ligne du temps, parce que les personnes, la visualisation, c'est quelque chose qui marche vraiment bien pour elle, mais notre personne, la visualisation, comme sa structure, ça ne répond pas bien, fait que je vais utiliser un truc plus sur des méridiens d'acupuncture, par exemple. Il y a aussi la transformation, puis aussi la manière d'y aller. Puis comme je teste sur la personne, c'est toujours ce qui est juste et ce qui va lui faire répondre, parce que ce qui se passe dans la rencontre, c'est que on établit le thème ensemble. Donc moi, je teste toujours pour que le thème soit le plus approprié. Donc je teste s'il faut rajouter des informations conscientes. Et ensuite, on va aux informations inconscientes. Puis là, des fois, c'est le côté où je dis une information. Puis là, je dis, en quoi ça vous parle? Puis des fois, ça prend du temps. Parce que comme c'est inconscient, la personne dit, ah, j'ai l'impression que ça me fait penser à ça. Ok. Exactement. Puis là, j'ai une deuxième information. Puis là ça connecte. Mais des fois, ça arrive aussi qu'on rencontre la personne qui dit, je sais pas, ça me dit rien. Puis là, 2 semaines après, ah, est-ce que c'était ça? Ah bah oui. C'est rare que ça arrive, ça c'est peut-être, on va dire, 5 à 10%. La plupart du temps, en rencontre, ça émerge, mais ça arrive aussi que c'est comme ça clique pas, parce que c'est quand même inconscient, mais à un moment, c'est la structure, c'est juste c'est comme notre conscient, là, n'arrive pas à mettre la main dessus, mais c'est là quelque part. Puis est-ce que c'est un garant un peu que tu vas te rééquilibrer puis que cette condition-là, ce trauma-là va pas apparaître? De quoi? Ben, tu sais, que tu l'amènes au conscient justement par tes tests et ces choses-là. Ben, c'est ça, c'est comme ça, il y a des sujets aussi, des fois on travaille le sujet, puis après il faut travailler les facteurs de chronicité, que c'est peut-être une autre rencontre. Parce que des fois les facteurs de chronicité sont plus difficiles à transformer que le symptôme source. Qu'est-ce que tu veux dire par facteur de chronicité? Ben, facteur de chronicité, je vais prendre un exemple de quelqu'un qui... parce que des fois, il y a des stress un peu liés, mais qui, en fait, à partir de la séparation de ses parents, a développé une allergie au contact. En fait. Donc, dès qu'il y a un contact... Une allergie à quoi? Au contact. Au contact. Donc, dès qu'il y a la peau devient rouge, il y a comme de l'histamine et tout. Donc, c'est un symptôme allergique. Donc, on a compris le programmant, le déclencheur, c'était la séparation des parents. Donc, des fois, il faut aller voir le pré-programmant. Le pré-programmant, c'était d'être l'enfant, comme dit l'enfant béton pour le couple. C'est l'enfant qui fait que le couple reste ensemble. Donc, des fois, il faut aller chercher le déclenchant, puis après, le pré-programmant. Et après, il y avait, ça restait quand même, c'est parce qu'en fait, il y avait une dissociation en fait, qui s'était faite de la personne à ce moment-là, et le fait de
devenir rouge et de se gratter, ce que ça brûle, ben, ça lui permet de revenir au présent. Fait que là, il y avait comme, ok, comment on peut avoir une autre stratégie sans qu'il y ait de la violence pour revenir au présent. Puis des fois, c'est articulé un peu de manière, puis des fois, ça, on a travaillé pendant 6 mois, et c'est juste 6 mois après qu'on a compris c'était quoi la source. Il y a eu un temps d'intégration déjà c'était quoi le déclenchement, c'était quoi le pré-programmement. Des fois, ça prend plus de temps que d'autres, parce que des fois, il y a des stress qui sont intriqués dans les autres. Puis souvent, le fait d'être aussi ce que j'appelle l'enfant béton, l'enfant qui relie le couple, souvent, c'est quelque chose qui est dans l'empreinte de naissance et qui est lié à beaucoup de stress. Fait que des fois, juste celle-là, ça prend soi-même beaucoup de temps d'intégration. C'est ça, tout dépend. Tout dépend vraiment. Des fois, par exemple, j'ai travaillé des choses dans une rencontre. Par exemple, j'ai vu une maman qui avait des problèmes d'allaitement. Elle faisait tout ce qu'il faisait, et puis il y avait vraiment un stress. Puis on a transformé ça. C'était fini. Il n'y avait plus aucun problème au niveau de l'allaitement. C'était complètement émotionnel, ce qui se passait pour elle. Parce qu'au niveau physiologique, alimentation, tout était au top. Elle faisait tout ce qu'il fallait. Puis c'était logique. Elle arrivait à allaiter le matin, puis à midi, ça s'arrêtait. Il y a quand même un truc un petit peu bizarre là. Ouais, et là, c'était assez facile, c'était clair qu'on a pu le transformer. Mais des fois, c'est un peu plus complexe. Souvent, je dis quand c'est plus structurel, beaucoup lieu à notre empreinte de naissance. Et que, ouais, Et une fois que c'est intégré, même si ça prend du temps, ça ne revient pas. Je n'ai plus de psoriasis. Ah, tu faisais du psoriasis? Ouais. Ok. Puis j'ai travaillé en naturopathie, pas qu'un peu, je travaille mon système immunitaire, c'est une maladie auto-immune. Mais... C'est ça pour toi, c'est pas nécessairement comme pour une autre, ça dépend toujours de la souche. Oui, c'est ça qu'il y a, c'est que, mettons, psoriasis, ben là, ils vont te caser dans les petites cases. Ok, tu fais du psoriasis, ben tu vas mettre telle crème ou tu vas prendre telle affaire, mais c'est pas mais c'est sûr qu'en travaillant sur mes habitudes de vie, sur même les produits que j'utilisais, c'est sûr que ça calmait les symptômes physiques. Oui. Mais ça n'allait pas la source. Ben, c'est ça. Donc dès qu'il y avait un stress, ça remontait. Et ça, un peu, nos symptômes, c'est que nos habitudes de vie peuvent nous aider à les moduler pour que ça ne crie pas. Mais pour vraiment, des fois, les déraciner, ça prend un peu plus. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a mon mail à Sequoia, là, si vous avez des questions par mail, ça va me faire plaisir d'y répondre, parce que je sais que c'est comme, on peut vraiment faire comme un peu de réflexion. Là. Beaucoup d'informations. Ouais, c'est quand même pas mal d'informations, puis si concentrer pour que ce soit pas trop intense, mais c'est quand même un peu dense, pareil. Merci Chloé. Merci Chloé.